vous me connaissez déjà. Je travaille sur différents domaines et là je parle surtout au niveau toujours des recherches sur la conscience. Et donc je travaille en théorie cognitive avec surtout la théorie du chaos, la théorie des systèmes. Et je travaille donc pour donner une théorie globale de la conscience dans l'univers. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Pardon? Un tout petit peu plus fort. Oui. Voilà, merci. Bien sûr. Donc je travaille surtout depuis toujours sur la conscience, à la fois, si vous voulez, en ayant commencé par une recherche intérieure qui m'a amenée un peu partout dans le monde et en premier en Inde et aussi en Afrique avec les chamans, en Amérique du Sud, etc. Et donc j'ai un travail propre que j'ai mené depuis que j'ai 18 ans en méditation. Et cela m'a ouvert des portes, disons, sur les capacités qu'on appelle anomales, c'est-à-dire qui traduit de l'anglais anomalous, c'est-à-dire c'est pas anormal, mais c'est pas normal quand même, ça dépasse les états ordinaires de conscience. Et donc ça m'a amené, si vous voulez, à entrevoir que dans la psychologie cognitive et dans la science actuelle, il n'y avait aucune théorie et aucune framework qui permettent vraiment de rendre compte de ce qui se passe quand on est dans des états méditatifs, dans des états altérés de conscience et même au niveau du rêve, des rêves visionnaires, des rêves précognitifs. Et toute la psychologie jungienne, on pouvait en rendre compte à travers la théorie de Carl Jung, mais pas vraiment au niveau de tout ce qui était académie et recherche scientifique. Donc, j'ai continué d'une certaine... En partie, si vous voulez, j'ai continué à travailler énormément sur moi-même pour explorer donc mon état d'esprit en allant sans arrêt étudier avec les ascètes, vivre comme eux, essayer d'apprendre par symbiose, pieds nus et sans argent pendant, ça a duré au moins 2 fois 1 an et demi, traverser l'Afrique pieds nus et sans argent aussi, en passant toutes les frontières, on ne sait pas comment, avec le Saint-Esprit sans doute, bien sûr. Et donc j'ai continué à développer ça pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai décidé de me consacrer, de rentrer complètement dans le travail, au niveau d'un travail scientifique. Donc j'ai refait une maîtrise, enfin j'avais déjà la licence, j'ai fait une thèse de doctorat, etc. Et ce que je voulais, c'était vraiment développer des nouvelles théories, une nouvelle théorie qui puisse rendre compte de ces phénomènes et que ces phénomènes, pour aider au fait que ces phénomènes puissent être acceptés par la science actuelle. Parce que ce qui me paraissait très évident, c'est que notre société entière, la liberté qu'on peut prendre de vivre ci ou ça, et on le vit chaque jour pour les gens qui sont empêchés de faire ci ou ça, eh bien, cette liberté, elle vient en fait de l'aval, si vous voulez, que la science amène. Et si la science décide, jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années, ne voulait pas entendre parler même du terme de conscience, c'est seulement maintenant qu'on a donc les études sur la conscience aux États-Unis et en Angleterre. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est comme si on ne pouvait pas être normal si l'on vit des états modifiés, etc. Donc ça a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai présenté mon livre qui était sorti en 2011, qui était sur Jung, la théorie jungienne. Et après avoir sorti beaucoup d'articles scientifiques et
et un bouquin donc sur une théorie scientifique. J'ai été exilée parce que tout d'un coup j'ai terminé, donc je me suis retrouvée en Amérique du Sud. Et là, en fait, j'ai eu l'idée de tester des perceptions anomales, justement, que j'avais toujours eues dans Paris, puisque j'étais parisienne, qui était que quand je voulais savoir si Paris allait bien au niveau de sa santé mentale, je regardais au-dessus en passant en voiture, je regardais au-dessus des monuments, au-dessus de la cathédrale, au-dessus de la Tour Eiffel. Enfin, bon, la Tour Eiffel, maintenant, il y a trop de trucs, mais... Et je regardais si je voyais les énergies qui montaient comme ça dans le ciel, et si tous les monuments, toutes les coupoles, etc., avaient leur rayon d'énergie qui montait vers le ciel à la verticale. Alors je savais que Paris, le champ collectif énergétique de Paris était en très bonne santé. Et si c'était très rare, mais ça m'est arrivé de passer devant des villes, notamment à Blois un jour, parce qu'après j'avais une maison d'écriture là-bas, et en passant sur le quai, tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les coupoles, toutes les tourelles, tous les châteaux, etc., enfin etc., de Blois, étaient complètement noirs. Et je me suis dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et en effet, ça a été une des très rares fois dans ma vie où j'ai vu le réseau sacré être complètement cassé. Et en fait, non seulement c'était sur Blois, mais quand il y a un node, donc le réseau sacré, si vous voulez, c'est l'énergie, c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est l'énergie qui passe, qui est d'abord accrochée au champ géomagnétique de la Terre, et ça fait des courants d'énergie qui se croisent, et autant des druides, autant du peuple des mégalithes, qui étaient avant les druides, enfin les Celtes, les druides étant les prêtres des Celtes, et les Celtes étant arrivés dans cette partie de l'Europe où on est seulement en 2000 avant Jésus-Christ. Et comme vous le savez, les menhirs et les dolmens que l'on a à Karnak et ailleurs sont bien plus âgés que 2000 avant Jésus-Christ. Les plus anciens, c'est des dolmens. Les menhirs que l'on a encore sont un peu plus récents. Mais on a des dolmens qui sont plus âgés que même Stonehenge. On a des dolmens qu'on a pu dater à moins 6000. Donc, ce peuple-là, qui était avant l'arrivée des Celtes sur la France et cette partie d'Europe de l'Ouest, ce peuple-là, on ne sait rien d'eux, sauf qu'ils ont érigé des mégalithes. Et donc, vous le savez, on en a plein à Karnak, en Bretagne, on en a partout. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, il y a des mégalithes partout dans le monde. Et alors, si vous voulez vous balader sur l'Internet, vous allez chercher mégalithes, hein, c'est pareil en anglais, et vous allez voir que ça va vous proposer des mégalithes en Nubie, en Égypte un peu plus loin, en Asie du Sud-Est, absolument partout, y compris en Corée. Enfin bref, c'est très très étonnant. Donc cette sensation, elle était en fait beaucoup plus fine que simplement percevoir, si vous voulez, qu'il y avait bien une énergie qui connectait les monuments avec je ne savais pas quoi, enfin avec le cosmos. Hein. Et aussi, si vous voulez, la perception, par exemple, des courants telluriques eux-mêmes, dont 2 fois dans ma vie, j'ai pu en sentir des méga boyaux, si vous voulez, telluriques, parce que ça fait un peu comme des boyaux, et ils ondulent verticalement.
Et normalement, quand on les personne, si vous êtes sensible, vous passez comme ça, vous mettez dans l'axe de n'importe quel monument à Paris, religieux, mais même les hôpitaux, les invalides, etc. Et vous vous mettez dans l'axe, et je ne sais pas, vous pouvez vous mettre à une quinzaine de mètres du porche. Et puis, vous fermez les yeux et vous mettez sur une ligne, grosso modo, sur le parvis de Notre-Dame, par exemple, vous mettez sur une ligne qui va passer devant le porche et simplement, vous essayez de sentir, avec vos bras comme ça, si vous sentez une différence quand vous allez passer devant le porche. Évidemment, le porche sera une ligne majeure du monument, hein, la ligne du cœur au porche, à la façade, etc. Donc vous pouvez faire ça et essayer d'apprendre, si vous voulez, à sentir la différence énergétique. Et puis vous allez le sentir, tout d'un coup. Bon, moi j'ai cette sensibilité particulière puisque je peux même détecter quand les avions passent et qu'ils ont des systèmes de balayage. Je peux carrément sentir le balayage, on dirait tiens, voilà, donc ça passe comme ça. Je le sens toujours au niveau d'ici, les balayages en tout cas. Ça arrive comme ça, et pouf, ça repasse, pouf. On attend 1-2 secondes, et pouf, pouf, dehors. Et donc, si je sors dehors, je vais voir un engin, je vais voir quelque chose qui n'est pas du tout extraterrestre forcément, hein, qui est simplement nos engins à nous. Donc, la particularité de ça, de ressentir les lignes telluriques, c'est que 2 fois, par exemple, j'ai pu sentir 2 boyaux qui étaient vraiment 1,70 m, on va dire, de largeur, hein, vraiment comme ça. Une fois à Cannes et une fois aux États-Unis. Et puis, donc, je reviens au Brésil, où tout d'un coup, je n'ai qu'un agenda de l'époque, hein, c'était juste l'année avant qu'ils décident tout d'un coup de faire des agendas avec des plans de métro qui étaient schématisés, mais avant c'était parfaitement bien placé aux endroits précis, sur cette petite carte de 7 cm² de mon petit agenda. Et puis un soir, je ne sais pas, j'avais la nostalgie de Paris et je me suis dit, tiens, en fait, si je sens les lignes telluriques, et puisque j'avais senti toute ma vie, dans les temples et tout, j'avais des méditations très particulières, et j'avais senti, je dois vous dire ça aussi, c'est que une des choses les plus importantes aussi, ça a été, alors là, je sais pas, j'avais 19 ans, hein, et je faisais beaucoup de stop, et un jour, je suis arrivée j'allais dans les toutes petites églises les plus anciennes, les plus vieilles, 16e. Et là, c'était dans le nord, et je me suis arrêtée, je suis rentrée dans l'église, elles étaient encore ouvertes à l'époque, et j'ai eu l'idée de me mettre exactement sous le cœur, donc la coupole, hein, au centre exact, sous le centre de la coupole. Et là, donc dans cette toute petite église, admettons que le cœur soit là, donc j'étais là, comme ça. Et puis, étant debout, j'ai senti une énergie, puis je me suis dit, tiens, je vais faire un home, et je vais voir si l'église résonne. Alors, c'était assez bizarre comme... mon inconscient, c'est toujours beaucoup plus que mon conscient qui rentre derrière. Et donc, je fais le home en décidant de monter dans la gamme. Et tout d'un coup, plante sur une note précise. Voilà l'église entière qui résonne. Et alors ma voix est incroyablement amplifiée, alors que l'église est quand même... elle n'était pas grande, elle était à peu près comme cette pièce de largeur, hein, et puis plus 2 fois en longueur. Et malgré tout, si vous voulez, avec un petit son comme ça qui n'était pas... qui était en son de voix normale de méditation, donc qui n'était pas du tout forcé. Tout d'un coup, voilà l'église entière que je sens résonner, et ça amplifie ma voix, comme je ne sais pas si vous avez jamais entendu les chœurs harmoniques koïens. Les chœurs harmoniques, c'est des façons de chanter qui viennent de, je ne m'en rappelle plus, peut-être de Sibérie, enfin des steppes du nord là-haut. Et
en fait, ils ont une façon de faire des résonances aux sons qui sont comme des sons de home. Et alors, vous avez le son, ce que je suis incapable de faire, et donc vous avez le son de basse qui est là, et puis vous avez une note qui résonne qui est beaucoup plus forte et qui prend, qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus forte, et qui est un harmonique, des harmoniques, plusieurs harmoniques de la voix de basse. Ils font résonner ça, je ne sais pas, sur leur crâne, je ne sais pas. Vous étiez placé où dans l'église? Je vous l'ai dit, Sous le cœur. sous le centre exact de la coupole, comme ça, hein, en essayant de la prendre. Et au moment où ce son de voix fait résonner l'église, à ce moment-là, mon esprit voit un rayonnement vertical parfait et donc qui va exactement au centre de la coupole. Et là, tout d'un coup, passe de l'autre côté, sur la résonance, uniquement avec la résonance. Et au moment où je passe donc de l'autre côté du toit de cette coupole, je m'aperçois que le rayon continue sur à peu près une dizaine de mètres. Donc je le suis avec ma conscience. Et là, il s'ouvre de façon géométrique. Je ne me rappelle plus, hein, c'est un peu trop vieux, mais parce que je l'ai fait après des centaines de fois. Donc cette fois-là, combien il y avait de rayons, je ne me rappelle plus, mais c'était une petite église. Hein. Il ne devait pas y en avoir plus que 2 lignes, donc 4 vecteurs. Donc ça a dû s'ouvrir en 4, comme ça. Donc soit, voilà. Et je me suis dit, c'est absolument incroyable, et je voyais parfaitement les 4 rayons, si vous voulez. Et après, je suis sortie et j'ai été regarder si je voyais ces rayons. On peut sentir, voilà, de même façon que je vois les rayons noirs, il y avait aussi ces arcs qui partaient du centre de la coupole au-dessus, à une dizaine de mètres. Et là, ça, c'était justement le réseau dont on va parler. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chaque coupole, sur chaque clocher, chaque arbre centenaire qui fait une forme d'antenne, vous avez, si vous voulez, c'est pris dans ce réseau sacré. Alors, sur le réseau sacré, il y a plusieurs composantes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les arcs, comme ça, les arcs vont onduler verticalement. C'est-à-dire que là, c'est vous partez de l'église, la coupole, mais il peut y avoir aussi un node, c'est un croisement. Il peut y avoir un node aussi sur la façade. Quand c'est des grandes églises comme Notre-Dame, il y a au moins 3 ou 4 endroits où les lignes telluriques se coupent. Vous avez évidemment sous le chœur, vous avez à la façade, et vous avez au centre du transept, de la croix. Vous avez d'autres lignes qui se coupent là. Mais je n'ai pas travaillé spécifiquement sur Notre-Dame de Paris. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les arcs partent donc du node, souvent le cœur, et là, ils vont faire un arc qui va redescendre sur le prochain point d'ancrage de cette ligne, qui va être la petite église. Ça peut être une croix sur une colline, ça peut être un monastère, ça peut être aussi, je ne sais pas, à Paris, tout est dans le réseau. Vous allez le voir, c'est absolument magnifique. Les hôpitaux, les mairies, surtout, on en a des splendides, bien sûr, les bibliothèques, la bibliothèque Mitterrand. Mitterrand a encore complexifié, a rajouté des structures sur le réseau de Paris, évidemment avec les pyramides du Louvre, avec aussi la bibliothèque Mitterrand, tout ce qu'il a rajouté, y compris à la Défense et au-delà, tout ce qu'il a rajouté était complètement encastré sur le réseau préexistant, qui à Paris a 2 nodes. Vous avez le node du Châtelet, qui est l'ancien node celtique de Paris, et vous avez le node actuel, jusqu'à présent, qui est l'obélisque, qui, avant d'être posé en tant qu'obélisque,
Les deux Napoléons donc, se sont chargés de ramener l'obélisque, et après, ça a été posé juste après. En fait, avant l'obélisque, il y avait une statue de la place de la Concorde existait. Elle s'appelait à cette époque-là. Enfin bref, il y avait une statue de Louis. Place des Grèves. Hein? Ah non. Non, place au Châtelet. Place Gabriel. Place au Châtelet. Non, non. Non, là je parle de la Concorde, avec l'obélisque. Et donc il y avait une statue à un endroit qui était un peu avant. Je suis pas très forte dans l'histoire, excusez-moi. Je crois que c'est bon, je vais dire effectivement. Voilà. Vous trouverez tous les renseignements dans le livre, tout est marqué, donc tout est bien vérifié. Et donc, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que ce champ énergétique, il a trois composantes. Il a une composante qui est le champ géomagnétique terrestre. Et là, ça, c'est le premier réseau, si vous voulez, sacré, qui a donc été construit, érigé par le peuple des mégalithes, avec des dolmens et des menhirs. C'est-à-dire, les menhirs, c'est des pierres pointues, et les dolmens, c'est des tables rondes, avec souvent une chambre en dessous. Et n'allez pas penser, comme tout le monde actuellement, qu'à chaque fois que vous découvrez quelque chose de très ancien, c'est forcément funéraire. Il y avait quand même, ils en savaient quand même beaucoup plus. La preuve, c'est qu'ils ont créé le premier réseau sacré donc, sur les lignes telluriques. Et pour marquer, si vous voulez, les croisements, et donc ça, c'est ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'en fait, il y avait vraiment deux types d'énergie fondamentale dans le réseau sacré. Il y a certains croisements où les lignes plongent dans le sol. Donc je vais vous montrer un croisement. Il faut essayer de visualiser, si vous voulez, que vos lignes, elles ondulent. Quand il y a un clocher, elles montent plus haut que le clocher. Et elles vont onduler, elles vont se croiser donc au-dessus du clocher. Et s'il y a un clocher, ou s'il y a un menhir, s'il y a une antenne qui a été mise sur ce croisement de lignes particulier, et qu'on va emmener toujours plus haut avec les clochers des églises, et après avec le style gothique qui monte toujours plus haut, donc on va emmener la ligne de plus en plus haut, et là, si vous voulez, le croisement se passe en haut. Mais, parce que vos lignes, elles ondulent, elles passent sous le sol, et elles ondulent comme ça, et après, elles ont, si vous étiez dans un désert, elles font à peu près 150, on dira, l'ondulation fait à peu près entre 150 et 300 mètres au-dessus du sol, jusqu'à, enfin, je sais pas, j'ai perçu jusqu'à à peu près 1 mètre, et j'ai